je dis toujours aux parents qui découvrent chez un enfant une attirance artistique, il faut vraiment le laisser faire, parce que c'est que comme ça qu'on peut s'épanouir dans un domaine où c'est fluide. Parce que pour moi, ça a toujours été fluide, le bijou. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient tout seul. Voilà. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Bonjour Monsieur Ferrandis. Bonjour, bienvenue sous les arcades de la Coulée Verte où nous avons la chance d'avoir nos ateliers qui sont regroupés ici avec nos savoir-faire. C'est sous le magnifique viaduc de l'avenue Daumesnil, dans le 12e arrondissement de Paris, que Philippe Ferrandis a installé son atelier au vu et au su des passants qui s'émerveillent devant des vitrines aux couleurs chatoyantes. Car sous ces belles arcades qui soutiennent la coulée verte parisienne, l'artisan montre avoir un véritable trésor de bijoux fantaisie. Oui, justement, le plus souvent inspiré par la nature. Je vois effectivement que c'est un atelier, mais c'est également finalement une sorte de magasin ou pas ? Nous avons la chance d'avoir un très bel espace avec une très grande vitrine ici, donc forcément ça tient aussi lieu de... Pas de boutique vraiment, car nous avons des boutiques dans Paris, mais on montre bien sûr à la rue les objets qu'on sait faire, c'est normal. Voilà. Mais c'est principalement ici un atelier où on regroupe, vous allez voir, les différentes étapes de fabrication du produit, car la maison Philippe Ferrandis s'enorgueillit un peu de tenter de maintenir un Made in France de A à Z, ce qui est aujourd'hui un challenge quand même. Je suppose, oui. Oui, au vu de beaucoup de détails importants, et au vu du marché aussi qui se raréfie dans un secteur où la bijouterie fantaisie a beaucoup perdu de sa facette artistique et artisanale et est devenue relativement industrielle aujourd'hui. Que ce soit dans des marques bas de gamme ou dans des marques haut de gamme, c'est vraiment très industrialisé maintenant. Et ça perd un peu de son âme. Donc nous, on se bat pour qu'on garde justement cette facette poétique, artistique sur le produit, parce que c'est extrêmement important d'avoir un produit qui soit différenciable au premier coup d'œil. Mais ce n'est que mon point de vue. Des chansons du désert d'Arizona qui m'ont été données par Josiane Belasco parce que son mari est d'origine indienne et il m'a dit j'ai des turquoises, je me passe un collier. Je lui ai dit ok, mais je pensais pas qu'elle me donnerait tout ça parce que c'est du brut, mais la couleur est naturelle, c'est magnifique. Et puis alors ça peut être aussi un truc qui fait un joli bruit, vous allez voir. Du corail ? C'est du corail, voilà. Du vrai corail de Sardaigne ou de Sicile, parce que c'est encore possible et autorisé de façon très, calculée, bien sûr. Ça nous permet de faire de très jolies choses pour le corail, c'est magique. Voilà, donc là, du corail blanc, du corail rose, du corail rouge. Est-ce qu'on pourrait commencer par le commencement ? Bien sûr. C'est-à-dire de me raconter pourquoi vous êtes et comment vous êtes devenu bijoutier fantaisie, si on le dit comme ça. Alors je ne sais pas comment on le dit, alors ça fait 35 ans que je fais ce métier, parce que mes premières collections, je les ai sorties en 86, j'étais jeune et frémoulu, et c'était une autre époque en fait.
Tout le monde se souvient, pour ceux qui l'ont vécu, que les années 80-90, c'était une époque foisonnante, décomplexée, où tout était possible. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir l'impact, je dirais, social, économique que l'on peut subir dans tous les secteurs associés à la mode, en fait. Et voilà, j'ai commencé à cette époque-là. Mais vous veniez d'une famille de bijoutiers ? Alors, pas du tout. Non, je viens d'une famille effectivement où la fibre artistique est très, très présente, mais dans d'autres secteurs, peinture, sculpture, etc. par mes parents. Mais non, j'ai toujours aimé les bijoux. On me pose souvent cette question. Franchement, il faut peut-être croire aux vies antérieures, à la réincarnation. J'en sais rien, mais toujours est-il que j'ai toujours été attiré par le sens de la parure. Ma mère me raconte que quand j'étais gamin dans les musées, je ne m'arrêtais que devant les tableaux de femmes qui étaient couverts de bijoux. Donc il y a quand même un indice. Donc c'est un truc qui me plaît, et je pense que c'est aussi une façon intéressante de voyager, de se cultiver, parce que le bijou est un art très ancien, très peu considéré, je trouve, aujourd'hui, car il a une facette économique et une facette sociale qui prend parfois trop le dessus. Mais le bijou, c'est le premier accessoire un peu raffiné, entre guillemets, que l'homme a créé. Au départ, d'ailleurs, c'est une broche, c'est une fibule, c'est un clou pour tenir deux bouts de tissu quand il a commencé à s'habiller. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une grande passion moi, pour les broches, parce que je trouve que c'est le bijou originel, c'est ça, c'est la broche. Et voilà. Et donc en fait c'est intéressant de voyager dans le temps en termes de culture, de musique, de cinéma, parce qu'il y a toujours une importance sur le bijou pour la femme, parce que c'est un peu une facette de sa personnalité, ça lui permet d'être différente, On s'approche des bureaux pour avoir un peu plus de calme. Oui, parce que la boutique, il y a toujours du monde. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment on a évolué et comment la société a évolué économiquement et comment le bijou a suivi ou pas cette évolution. Ça peut paraître... D'ailleurs, pendant très longtemps, j'étais très complexé en me disant « Oh là là, tu fais rien d'essentiel ». On nous l'a beaucoup dit il y a pas longtemps. Ah oui, parce que c'est vrai, il y a des choses plus nobles, à la limite... Et en fait, je me suis rendu compte que ça apportait tellement de plaisir et tellement de joie et de bonheur à plein de gens. D'abord, ça fait vivre toute une équipe, parce qu'aujourd'hui... Oui, vous êtes combien ? On est une petite vingtaine de personnes. Ah oui, quand même. Oui. Alors, ça a fluctué selon les années, mais on est à peu près voilà, qui sont répartis dans différents secteurs, des secteurs effectivement de fabrication, des secteurs techniques, des secteurs de commercialisation, etc. Parce qu'il faut les vendre, ces produits. Et donc ça fait vivre vraiment toute une famille. On est une petite maison avec une vraie petite famille. Et c'est intéressant de voir comment le bijou aujourd'hui suit l'évolution et les générations. La plus grande difficulté pour moi, c'est d'essayer de faire quelque chose d'un peu transgénérationnel, dans le sens où mes clientes que j'ai eues au début m'ont suivi d'ailleurs, c'est une chance. Maintenant l'idée c'est de vendre à leurs filles et à leurs petites filles, parce que on ne va pas mourir et vieillir avec nos bijoux. Et surtout, ce qui est important, c'est que la beauté n'a pas d'âge. Donc, quand on estime qu'on fait un joli produit, on peut le transmettre. Si on revenait à votre parcours, parce que donc on en était au tout début, donc vous avez fait quoi, une école Pas du tout. J'ai travaillé dans des secteurs qui n'ont rien à voir, mais qui sont très formateurs. J'ai fait du droit et de la finance au départ, ce qui m'a barbé. Et puis, c'était peut-être pour rassurer les parents. Mais c'est souvent d'ailleurs une question qu'on me pose en me disant qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner. Alors, je dis toujours aux parents qui découvrent chez un enfant une attirance artistique, il faut vraiment le laisser faire, parce que c'est que comme ça qu'on peut s'épanouir dans un domaine où c'est fluide. Parce que pour moi, ça a toujours été fluide, le bijou. Je ne sais pas pourquoi, mais... ça vient tout seul. Ça vient tout seul, voilà. Les collections viennent tout seules, les envies viennent tout seules, ça part de la couleur, ça part d'une histoire, ça part d'un voyage, mais c'est fluide. Pour parler donc du départ, en fait, au départ, voilà, j'ai travaillé dans l'art contemporain, dans une galerie qui s'appelait Arcurial à l'époque, mais qui n'était pas la maison de vente d'aujourd'hui. Et j'ai travaillé aussi dans des maisons de mode... qui étaient les maisons Kenzo, Mugler, mais pas en termes de style. On n'a pas. D'ailleurs, voilà, j'ai pas fait d'école de mode. J'ai tenté un peu de glisser quelques croquis en marionné.
Donc je faisais du commercial, de la vente, enfin bon, tout ce qui était finalement très formateur aujourd'hui, parce que tout est formateur. Aujourd'hui, je sais que l'expérience client sur laquelle je travaille beaucoup dans l'espace de mes boutiques aujourd'hui, elle est primordiale parce que je sais comment ça se passe, je sais comment il faut vendre un produit, mais c'est mon approche personnelle. Oui, mais ça, vous voyez, quand on vous demande des conseils, très bien de suivre l'artistique, mais après, il faut aussi effectivement savoir le vendre, savoir Voilà. le montrer. Donc aujourd'hui, c'est simple, mais je me suis posé la question longtemps, en fait, comment se situer, c'est la chose la plus importante. Et on m'a dit toujours, tu es une famille d'artistes, tu es un artiste. Bon, j'ai une fibre artistique, c'est sûr, mais je me sens pas vraiment la liberté de l'artiste, parce que moi, un artiste, il a un but, il a une vision, qu'elle se vende ou qu'elle ne se vende pas. C'est un peu ce qui le forge. Ben, moi, c'est un peu différent, parce que j'ai une vision et j'ai des envies, mais il faut que ça se vende, parce que derrière, il y a des bouches à nourrir, il y a une économie, et donc je serais plus un artisan qui s'inspire du monde de l'art, en fait, on va dire. Et les collections ont évolué, donc dès le départ, j'ai trouvé des bureaux d'achat, des clients, je faisais des salons, je me baladais avec ma petite mallette sous le bras. Vous faisiez des bijoux vous-même Alors, au oui, départ? bien sûr, au départ, je faisais les bijoux moi-même, bien sûr. Je fais toujours d'ailleurs certaines choses, mais je me suis entouré au fur et à mesure de mes collections de gens dont je n'avais pas le talent, c'est-à-dire, par exemple, mon assistante Cécile qui travaille depuis 20 ans avec moi. Ah oui. Ouais, on a fêté un gros gâteau il n'y a pas longtemps. Bon, elle a fait l'école Boulle, elle a une maîtrise de gravure, voilà. Ben là, c'est une collection qui se veut pour le jour, facile à porter, avec des fleurs de métal, ponctuées de quelques cabochons de nacre et de perles, qui sont des perles d'eau douce, des perles naturelles, pour faire un objet féminin, léger, mais avec un esprit un peu quand même de branche de cerisier. Je suis assez fasciné par le graphisme japonais, les sakura, voilà, c'est toujours très féminin. Et justement, Cécile, qu'est-ce que tu penses de cette pièce-là? Est-ce que tu penses qu'on devrait la faire? Alors ça, c'est un collier, les gens ne le voient pas, mais c'est un collier comme une sorte de collerette de fleurs. Est-ce que tu penses qu'on va la faire en plusieurs parties, qu'il faut l'articuler sur les côtés? Moi, je pense qu'il faut qu'on l'articule sur les côtés. Oui, il faut articuler, à mon sens, il faudra l'articuler pour que ce soit plus agréable à porter. Alors, il faut faire au moins en 3 parties. Alors. Oui, ouais, tout à fait. C'est ce que je pensais. Donc, Cécile va faire les maquettes. C'est son métier. D'ailleurs, elle adore ça. Dès qu'elle est submergée de problèmes techniques, elle dit « Lâchez-moi, je retourne faire mes maquettes ». Elle met son casque, elle est un peu tranquille, elle replonge dans... Vous avez fait une école, si j'ai bien compris, l'école Boulle. Oui, j'ai fait l'école Boulle, tout à fait, en gravure. C'est important, ça. Oui, ça donne de bonnes bases. Mais après, c'est vrai qu'en pratique, j'applique effectivement ma formation, mais au-delà, puisque là, ça mélange un peu beaucoup de techniques qu'on n'aborde pas forcément dans les formations, quoi. Donc, comment vous avez connu M. Ferrandis? Comment il vous a recruté? C'était il y a trop longtemps? C'était il y a bien longtemps, oui. En fait, je travaillais chez un sous-traitant où Philippe faisait faire son traitement de surface. Et puis voilà, après, de fil en aiguille, par connaissance. Et alors, l'évolution, c'est comment? Parce qu'au début, évidemment, vous arrivez avec votre formation et un peu d'expérience, mais... Non, même pas du tout. Pas du tout d'expérience. Moi, j'avais plutôt de l'expérience en production pure, donc gestion de production. Donc là, avec Philippe, j'ai eu accès à beaucoup plus, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a un réel échange au niveau de la création, des collections. C'est un travail, c'est lui avant tout. Il a un grand sens des couleurs, des volumes, mais ce qui est agréable, c'est l'échange, effectivement, et le fait de faire évoluer les choses ensemble, quoi. Et souvent, un apprenti aujourd'hui va rester peut-être quelques mois, quelques années. Vous pensez que c'est bien de rester? Ouais, c'est ça, de s'accrocher. Je m'accroche. Non, parce que sans doute, c'est chouette, quoi. On fait toujours des choses différentes. C'est toujours, même si c'est la même technique qu'on répète au fil des ans, en fait, c'est des choses différentes tout le temps. Donc c'est tout le temps, on a toujours l'impression de travailler des nouveautés,
Voilà, donc c'est agréable. Et puis je trouve que c'est plus intéressant effectivement de voir évoluer la marque. Et finalement, au bout de toutes ces années, Cécile, tu vois, ce collier-là, on ne savait pas le faire. Il y a une dizaine d'années, on n'envisageait pas ça. Ouais, donc on s'améliore et on arrive. On essaie de s'améliorer. Expliquez-moi justement, qu'est-ce qu'il qu'il a. De la collection de cet hiver. Alors ça, pour le coup, c'est dommage que les gens ne le voient pas. On va la prendre collection une de cet photo. hiver est sur le thème des planètes. Parce qu'on a vraiment envie de s'évader. Donc là, cet hiver, pour l'hiver prochain en tout cas, c'est au thème des planètes. Donc ce thème-là s'appelle Alderaan, qui dans Star Wars est la planète luxuriante. Il faut bien trouver des inspirations où on peut. Et c'est des sortes de fleurs qui n'existent pas, un peu incroyables. Et là, il y a vraiment ce qu'on adore faire ici, c'est un multi-technique, multimatière. Comme dit mon frère qui fait les prix, c'est dommage parce que c'est compliqué. Je préférais que tu fasses un bijou avec un fil. Non, là il n'y a pas qu'un fil. Il y a des branches en bronze, des fleurs en métal, des pattes de verre, des quartz roses, des perles comme des baies qui sont des petites racines de rubis, des pattes de verre qui sont faites à la main, qui sont serties comme des émeraudes. Et ces fleurs-là qui sont travaillées, remises en forme, ressoudées, restracées et qui ensuite partent à l'émaillage chez une artiste qui peint la couleur, parce que ça on le fait à l'extérieur. Voilà. Donc ça fait un produit assez complexe. Et ça coûte combien du coup ? Ça c'est un collier qui est assez cher forcément parce que c'est un peu... C'est travaillé quoi. Voilà, c'est très chronophage. Aujourd'hui, vous savez, en France, il y a la matière bien sûr, mais c'est pas chez nous que les matières sont les plus onéreuses. Mais c'est beaucoup de temps, voilà. Donc je ne sais pas combien ça coûte, celui-là il doit coûter dans les 800 ou 900 euros, donc c'est pour un bijou fantaisie c'est déjà une somme. Ouais. Mais dites-moi, d'abord c'est magnifique, vraiment. Il est spectaculaire quand même. Ah ouais, non, franchement il est superbe. Comment vous faites tout ça ? C'est un collier qui ressemble à des fleurs fixées sur une branche ou une brindille tortueuse. Je fais la description pour que les gens l'imaginent. Donc il y a un tour de cou, le collier a une forme de Y et en son centre il y a deux fleurs comme deux sortes d'orchidées qui se replient sur elles-mêmes et dans leur cœur, émaillé de coloris rose et parme, il y a des sortes de calottes comme des gangues de noisetiers qui prennent des tubes de cristal vert comme des stalactites couleur émeraude. Donc c'est très luxuriant. Alors ça veut dire comment on fait ça ? Il y a un dessin, là il y a un dessin, une mise en forme, je prends mes mains, je prends des fleurs en métal qui sont plates, on les transforme, on les chauffe au chalumeau, on va regarder ça pour leur donner la souplesse pour qu'on puisse les mettre en forme. Donc je fais une première maquette à plat ici, de façon un peu brutaliste, avec des matériaux qui sont pas forcément très agréables, parce que c'est du métal, c'est noir, ça chauffe, etc. C'est la forge de Vulcain chez nous. Voilà, donc c'est pas très agréable, et hop, tout à coup. Voilà justement la pièce que vous avez vue terminée, mais vous la voyez dans une partie de sa conception où elle est plutôt brute avant qu'elle qu'elle ne parte chez les doreurs pour être recouverte d'or fin. Les doreurs, c'est pas ici. Hein. Non, parce que la dorure, c'est un métier. C'est une chaîne industrielle. Ce sont des investissements de plusieurs millions d'euros que les créateurs ne font pas parce que c'est un métier à part. C'est comme... voilà, ça on peut pas... Et puis, voilà. Vous avez la matière brute, vous voyez. C'est du bronze, du cuivre, de l'étain. Ensuite, c'est trempé dans de l'or ou de l'argent. Ou du ruthénium si on veut que le métal soit noir. Enfin, il y a plusieurs décors possibles pour faire une couleur métallique. Et ensuite, lorsque la pièce revient et qu'elle est toute dorée, elle part à l'émaillage, au sertissage, au montage, enfin bon. Et tous ces gens-là, par contre, sont ici. Le sertissage, le montage, c'est là-bas. Que nous venons de voir. D'accord. Voilà. Vous venez de faire tout ça, là ? Oui. Ça prend combien de temps ? Il y a une trentaine de pièces ? Oui, longtemps, là, c'est au moins 2 jours, tout ça. 2 jours ? Oui. Parce que vous accrochez en fait chaque morceau les uns aux autres. D'abord, il faut qu'on gratte les pièces d'abord. Et après, on gratte les nacres. On colle. Après, nettoyer et monter. Ouais. Ouais. Donc vous êtes contente quand vous les mettez sur la petite carte Philippe Ferrandis, c'est ça ? Oui, exactement. Ça, c'est fait, quoi. Oui. Combien vous faites de pièces par collection ?
Cette année actuellement, nous avons produit 12 000 pièces en tout, je veux dire. C'est-à-dire celles qui sont vendues dans notre circuit de distribution en propre, nos boutiques parisiennes, et celles que nous avons faites pour nos détaillants qui revendent la collection. Alors c'est pas 12 000 pièces oui, c'est pas principalement ça, bien sûr. De cette ampleur. Il est évident que nous vendons beaucoup de petites pièces, c'est-à-dire beaucoup de boucles d'oreilles, des choses simples, etc. Donc au total, ça fait cette somme. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est pas énorme. Non, ça fait environ 1000 pièces par mois. C'est pas énorme pour un atelier comme le nôtre. Vous me parliez tout à l'heure du fait que ce soit français, enfin que beaucoup de choses soient faites ici. Oui, bien sûr. Nous sommes entreprise de patrimoine vivant, ce qui est un label qui est assez peu distribué dans notre secteur parce que, comme je vous le disais, les choses sont très industrialisées et il n'y a pas vraiment un apport technique de la main et du temps et une passion donnée sur les pièces. Donc très rares sont les ateliers de bijouterie fantaisie qui ont ce label. Vous vendez, entre guillemets, beaucoup à des créateurs de mode pour des défilés? Je l'ai fait beaucoup, un petit peu moins maintenant. Je ne sais pas pour quelle raison, c'est dommage. Mais oui, j'ai beaucoup travaillé pour beaucoup de maisons, on va dire toutes les grandes. Parce que des maisons, par exemple, de couture, trouvaient chez nous la qualité qu'ils recherchaient. Après, c'est des collaborations qui sont intéressantes. D'ailleurs, j'ai commencé comme ça. La première collection que j'ai faite, j'ai pris mes trois échantillons que j'avais sous mon bras et j'ai frappé à la porte d'une belle maison de l'avenue Marceau, je crois. Je ne sais plus où il était. Et j'ai eu un rendez-vous avec Hubert de Givenchy, qui a regardé mon travail d'un air un peu circonspect. J'avais 20 ans, Et il me dit, j'aime pas du tout ce que vous faites. Mais je dois dire que vous avez du talent. Et j'ai travaillé avec lui pendant 3-4 saisons en haute couture. Et alors moi à l'époque, je n'aimais pas du tout ça, parce qu'il me faisait faire des choses très géométriques, très pures, très simples, très minimalistes. Et on était en pleine époque du début de Christian Lacroix, de ce côté très baroque, etc. Et finalement, avec du recul, je me rends compte que les pièces que j'ai faites pour Hubert Givenchy sont les pièces qui ont le mieux vieilli, on va dire. Un dernier petit conseil aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, beaucoup de gens se reconvertissent aussi dans l'artisanat, dans l'art, pour se sentir épanouis dans ce monde de la bijouterie fantaisie, de pas justement, vous le disiez tout à l'heure quand même, avoir parfois cette espèce de dénigrement du côté peut-être à la fois de la population ou des autres créateurs. Comment être bien dans ce métier et comment y arriver ? Il faut de la patience quand même, beaucoup de patience, il faut être assez résilient et essayer, c'est ça qui est, d'ailleurs je ne sais pas forcément bien le faire, de ne pas trop s'éparpiller. C'est-à-dire que de travailler une idée jusqu'au bout. Il faut prendre son temps, il faut travailler une idée jusqu'au bout. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur le marché, les gens sont perdus, il y a une offre qui part dans tous les sens et c'est bien de faire peut-être des petites collections, des collections plus capsules, avec 1, 2 ou 3 matières fortes dans lesquelles on va pouvoir faire passer son message. Je ne referai pas les choses aujourd'hui comme je les ai faites, pour les raisons que je vous ai expliquées, parce que c'était une autre époque. Je ne les referai pas de cette façon-là aujourd'hui. J'irai vers des choses peut-être plus simples, plus graphiques. Il faut parler d'abord à l'œil, plus qu'aux émotions. Pour exercer le métier de créateur de bijoux fantaisie, retrouvez les formations sur le site savoir-faire.fr et rejoignez la filière Mode et Luxe.